Merci madame. Je suis cher maître, cher ami, cher confrère, je suis extrêmement honoré et ravi d'être parmi vous. Alors je vais vous parler un peu de la prise en charge des pleurésies purulentes. Au fait, c'est un thème qui est qu'on pensait un peu ancien, révolu, et fin de compte, il revient en devant de scène. Les pleurésies purulentes, c'est une pathologie très ancienne. En fait, ça a été décrit en Égypte ancienne 5000 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate a même décrit des façons de gérer les pleurésies purulentes en réalisant une thoracostomie en quelque sorte avec donc un drainage de ces pleurésies purulentes. Et au fait, elles surviennent généralement, comme vous le savez très bien, sur un terrain favorisant. Dans 80% des cas, c'est une infection sous-jacente, d'une pneumopathie dans la majorité des cas. Et l'incidence a nettement diminué depuis les années 40 dès qu'il y a eu apparition des antibiotiques. Mais depuis quelques années, on voit une recrudescence, sûrement parce qu'on a trop utilisé les antibiotiques, entre autres, et donc il y a des résistances qui apparaissent. Et donc, ça revient en devant de scène et on commence à avoir des cas de pleurésie purulente, parfois un peu difficiles à gérer. Son incidence au Canada, elle est estimée entre 0,7 et 1,5% de toutes les pathologies respiratoires, avec une mortalité qui reste quand même élevée. Aux États-Unis, elle est de l'ordre de 15% des cas. Alors, cette mortalité, cette sévérité, elle est due au terrain sur lequel elle survient. C'est un terrain fragilisé, c'est souvent des enfants ou des sujets âgés avec des pathologies sous-jacentes, mais également, cette mortalité est due à un retard diagnostique, un retard de prise en charge. En fin de compte, on est en train de parler d'une urgence thérapeutique, une extrême urgence thérapeutique si on veut vraiment gérer correctement nos patients. Alors rapidement, un petit mot sur le diagnostic. Vous le savez très bien, comment on fait le diagnostic des pleurésies purulentes. Je ne vais pas faire un cours là, mais j'ai juste ajouté cette petite plaque pour ouvrir une petite parenthèse sur un élément très important pour le diagnostic de l'épanchement pleural, à mon sens. Au fait, c'est l'échographie thoracique. Je pense qu'avec la STMRA, on va vous proposer bientôt un cycle de formation sur l'échographie thoracique par le pneumologue pour pouvoir bien gérer toutes les pathologies pleurales, généralement, et en particulier la pleurésie purulente. On a le référent français qui est toujours partant pour revenir en Tunisie. On a une formatrice confirmée de l'échographie thoracique chez nous à l'hôpital militaire de Tunis. On a les appareils pour, donc on le fera bientôt donc, pour une formation. Alors c'est un examen clé pour toute pathologie pleurale, toutes les pathologies pleurales, pour la pleurésie purulente notamment. Ça permet le diagnostic, ça guide le traitement, ça permet de suivre l'évolution de notre patient et ça permet même parfois de préciser la nature de l'épanchement et quel traitement proposer à notre patient. Donc, pour le diagnostic, je vous ai ouvert juste une petite parenthèse sur l'échographie thoracique. Là-bas, on voit très bien l'épanchement pleural sur une écho qui commence à être cloisonné. Là, ça ne sert à rien de faire un drainage ou un truc comme ça. Il faut y aller directement à la thoracoscopie ou à la chirurgie. Donc, l'échographie, c'est un élément clé pour la prise en charge de nos patients. Alors, cette prise en charge, et en fait, elle se base sur plusieurs points, sur trois points essentiels. C'est le traitement médicamenteux, l'antibiothérapie en l'occurrence, c'est quelque chose d'infectieux, sur la kinésithérapie et sur le troisième point qui relève assez de débat et de discussion, sur le drainage de cet épanchement pleural et l'évacuation de cette partie infectieuse. Alors l'évolution de l'épanchement pleural, elle se fait de façon chronologique. Au départ, c'est simplement une pleurésie débutante. Ensuite, elle devient réactionnelle, mais à partir du 3e, 5e jour, on commence à avoir une pleurésie infectieuse avec des critères chimiques, avec le pH qui est bas, inférieur à 7,20, la glycopleurie qui est basse, et à partir de ce stade-là, le traitement antibiotique seul n'est plus suffisant. Ensuite, ça évolue vers, si on continue, donc dans notre progression vers les pleurésies purulentes, l'AMPM, là, probablement le drainage seul n'est plus efficace. Et un stade tardif, c'est les pleurésies enquistées, évoluées, et là on va passer la main au chirurgien pour prendre en charge cette pleurésie. Et donc il y a un génie évolutif de cette maladie qui va guider le traitement, qui va guider ce qu'on va proposer à notre patient. Donc comme j'ai dit, le premier point c'est l'antibiothérapie. Donc avant l'ère de l'antibiothérapie, c'était probablement le streptocoque pneumoniae qui était responsable de près de 70% des pleurésies purulentes, mais actuellement on ne le retrouve que dans 10% des cultures de germes positifs. Le staphylocoque prend une place de plus en plus importante, probablement vu le terrain sur lequel ça survient, mais il y en a également beaucoup d'anaérobies et de grammes négatifs. Donc avec tous les problèmes de résistance que ça pose. Alors généralement, ce qui est recommandé, c'est de faire la ponction, un petit prélèvement, et ensuite de commencer l'antibiothérapie sans délai, de façon urgente. Mais parfois, on a commencé à traiter notre patient pour une pneumopathie et la pleurésie apparaît dans l'évolution. Donc il y a souvent des petits problèmes de pouvoir isoler ce germe. Alors cette antibiothérapie, les règles sont simples, il faut la commencer de façon extrêmement rapide, tout de suite, c'est une urgence comme on l'a dit.
On se base sur le tableau clinique en fonction du tableau de pneumopathie qui a précédé l'apparition de la pleurésie. Et idéalement, c'est de avoir recours à l'étude bactériologique et éventuellement une biologie moléculaire qui pourra parfois nous orienter. Alors, ce qui est proposé par les sociétés savantes, c'est un peu différent de ce qu'on fait, parce que généralement, on a tendance d'être un peu agressif. Ce qui est proposé, c'est l'acide déclavulanique et amoxicilline, 3 grammes par jour par voie intraveineuse, ça devrait suffire. Ils proposent comme alternative amoxicilline plus métronidazole, ceftriaxone plus métronidazole, ce qu'on utilise de façon assez fréquente. Et pour les anglo-saxons, c'est clindamycine, 300 mg 4 fois par jour. Ça semble comme traitement de première intention, sans preuve bactériologique, suffisant pour contrôler le processus infectieux. Par contre, dans un contexte nosocomial, l'étude bactériologique devient essentielle. Toutefois, en attendant d'avoir les résultats, sans documentation, on va se baser sur l'écologie de l'établissement dans lequel ça s'est survenu, sur l'intervention chirurgicale ou l'acte qui a été réalisé pour pouvoir proposer l'antibiothérapie adaptée. Il faudra également réévaluer rapidement, adapter aux résultats de l'antibiogramme, bien sûr, c'est une évidence. Et pour la durée, ça reste controversé. Il n'y a pas de consensus dessus. Ce qui ressort selon les experts, les différentes sociétés savantes, c'est 7 à 10 jours de voie intraveineuse et de continuer l'antibiothérapie par la suite sur une durée de 3 à 4 semaines. En fait, c'est l'évolution clinique de votre patient, le contrôle de la pathologie infectieuse qui va vous guider sur la poursuite et la durée exacte du traitement. Mais la règle, c'est 3 à 4 semaines d'antibiothérapie. J'avance un peu la kinésie pleurale pour pouvoir discuter par la suite du drainage de façon plus longue. La kiné, là aussi, c'est un examen obligatoire. Mais en fait, ça se base sur l'expérience, là aussi. Il n'y a aucune étude rigoureuse qui a été faite sur ce sujet, qui a étudié l'apport de la kinésithérapie. C'est vrai que ça permet de diminuer, par expérience, on sait que ça permet de diminuer les adhérences, ça réduit le taux de pachypleurie, ça facilite la réexpansion pulmonaire. Faudra la commencer immédiatement de façon précoce, mais ça reste difficile parce que c'est souvent des patients algiques, des patients qui ont un drain en place et qui les gênent un tout petit peu. Faudra trouver un consensus, traiter la douleur, gérer ça pour pouvoir la commencer de façon précoce. Et il faudra également la prolonger 1 à 2 mois, même après le début de l'épisode infectieux, pour pouvoir avoir d'excellents résultats et un poumon qui reprend sa place sans la moindre séquelle. On vient au point auquel on a fait beaucoup d'études, donc c'est l'évacuation pleurale. Il y a plusieurs méthodes, la ponction évacuatrice, le drainage avec un lavage plus ou moins une fibrinolyse, la thoracoscopie, la thoracoscopie chirurgicale faite par les chirurgiens ou bien la thoracotomie. Alors tout de suite d'emblée, je vous dis que la ponction pleurale évacuatrice n'a pas sa place dans la prise en charge des pleurésies purulentes. Il y a une étude française qui s'est intéressée à la gestion d'une pleurésie purulente par les simples ponctions. En fait, il a fallu 40 jours pour pouvoir contrôler le processus et au moins 8 ponctions chez des patients avec tous les problèmes d'anesthésie à chaque fois pour gérer ça. Donc, c'est une méthode qu'il faut oublier. Il ne faut pas ponctionner de façon itérative des gens qui ont une pleurésie purulente. Il faudra passer directement à la pose d'un drain thoracique. C'est le traitement de choix, c'est le traitement de première intention. Dès qu'on pose le diagnostic, on met notre drain pour permettre donc l'évacuation de l'épanchement pleural et de contrôler le processus infectieux. Ça donne très peu de complications, 0,2 à 4%, exceptionnellement une mortalité due au drainage en lui-même. C'est reporté dans 0 à 0,7% dans les études. Quand est-ce qu'on va faire ce drainage? Et en fait, dès qu'on a un liquide clair ou trouble avec un pH qui est bas ou une glucopleurie qui est basse, ou bien lorsque là on a chez nos bactériologues une coloration gramme, une culture positive qui commence à pousser. Dès qu'on a un liquide pleural purulent, franchement, à aspect macroscopique, on met notre drain sans délai. Lorsqu'on a une collection enquistée, donc c'est pas la kiné qui va permettre de la drainer, donc on va se repérer par l'échographie, je reviens encore une fois, et mettre notre drain. Lorsque l'épanchement est de grande abondance ou symptomatique, ou enfin, lorsque, malgré le traitement antibiotique, on n'arrive pas à contrôler l'épanchement pleural, on va mettre notre drain sans hésiter. Or, la taille du drain, là aussi, également, ça révèle de beaucoup de débats. Généralement, ce qu'on sait, c'est qu'on va mettre un drain de gros calibre pour pouvoir évacuer l'épanchement pleural épais avec la fibrine qui se collecte. Mais là aussi, il n'y a pas de consensus. Il y a beaucoup d'études sur ça. Il y en a qui ont essayé les petits drains, les drains de moyen calibre, les gros calibres, et chacun a sa propre expérience, chacun a sa préférence. Une étude faite par Rahman sur 405 patients ont présenté un NPM, et en fait, lui, il dit d'emblée, il n'y a aucun impact sur la taille du drain, sur l'évolution de la pathologie. Petit, grand, moyen, il suffit de bien gérer votre patient, vous pouvez avoir de résultats favorables, d'évolution favorable. Alors on pose de gros drains, 32 à 40, et en fait, ça permet, oui, une évacuation rapide du pus et de la fibrine,
mais on reproche au très gros drain d'être rigide, avec une nécessité de faire une incision très déclive, parfois proche du diaphragme, qui va gêner l'expansion du poumon par sa rigidité. Souvent, ça finit par s'occlure et de s'exclure ce gros drain, et souvent également, ça donne de la fibrine en périphérie, et donc ça diminue un tout petit peu de son efficacité, et on n'a pas un poumon qui revient à 100% à la paroi de façon complète. Donc les gros drains, oui, c'est efficace, mais parfois ça gêne un tout petit peu. Les tout petits, ça a été également étudié. Keeling, donc, il a étudié des petits drains 8-12 avec un lavage quotidien avec la fibrinolyse, et au fait, lui, il est franc, il dit non, il y a nettement moins de succès avec les petits drains. D'autres études, par contre, ont utilisé deux petits drains en queue de cochon, inférieur à 12, et ils ont trouvé un succès variable de 70 à 100% des cas. Le lavage, dans ce cas-là, avec les petits drains, même avec les gros, mais avec les petits drains, c'est un truc essentiel, c'est recommandé par la British Thoracic Society, même si, là aussi, pour le lavage, il n'y a pas une étude très bien menée pour évaluer son apport. C'est des avis d'experts par rapport au lavage. Une publication dans le MC de la chirurgie thoracique par une équipe française, au fait, pour eux, en se basant sur leur propre expérience, un drain de taille 18 est largement suffisant, il est bien toléré, il s'enroule facilement dans la cavité pleurale, donc il permet de faire une dépertion complète, et il peut être, au cours de l'évolution, d'être retiré de façon progressive, de telle façon de permettre la cicatrisation du poumon et au poumon de reprendre sa place avec la paroi. Il est efficace donc avec une irrigation à la fibrinolyse. Dans la publication de l'EMC, donc c'est le schéma qu'il propose. On va retirer le drain de façon progressive petit à petit jusqu'à ce que le poumon prenne sa place correctement. Le succès également, à part la taille, donc en fin de compte la taille ça compte peu, je parle des drains, mais généralement moyen calibre avec lavage et fibrinolyse ça devrait suffire. Le succès également, il dépend de la position. Où est-ce qu'on va mettre notre drain? Bien sûr, dans l'épanchement pleural, mais exactement où? Et là aussi, je reparle encore une fois de l'échographie thoracique, ça va guider immédiatement. C'est mieux que la radiographie thorax, où le patient fait sa radio debout, il va nous voir ensuite pour poser notre drain. Mieux que le scanner où il est couché. Là, on met notre patient dans la position où on va le drainer, et on fait l'image et on ponctionne. Généralement, il y a 4 endroits, en antérieur, en axillaire, en postérieur, interscapulo-vertébral, pour mettre notre drain. Ce qui est préféré, c'est de positionner le drain soit exactement au milieu de l'épanchement, de la collection pleurale, ou bien dans la jonction 2 tiers supérieur, 1 tiers inférieur, pour pouvoir drainer le maximum d'épanchement pleural purulent. L'ablation du drain, bien sûr, quand on a une réponse favorable, dès qu'on a une pleurésie qui est complètement évacuée, avec un poumon qui a repris sa place, et avec un syndrome infectieux qui était complètement contrôlé, là on peut facilement retirer notre drain. La fibrinolyse, quelques mots sur la fibrinolyse. En fait, la première étude c'est 1949, ensuite ça a été abandonné à cause des complications, et ensuite par la suite les fibrinolytiques sont devenus moins nocifs, purifiés. Donc on a utilisé la streptokinase, l'urokinase, la TPA, l'actilyse, avec des résultats très variables. La plus étudiée c'est la streptokinase, la plus ancienne. La plus efficace semble être l'urokinase, avec un succès très variable, entre 60 et 100%. Et au fait, c'est des études très hétérogènes, des protocoles très variables, sur des patients très variables, et on n'arrive pas à faire un consensus dessus. Là, sur le même article qui a été publié dans l'EMC, on a fait une revue de toutes les publications sur la fibrinolyse, et on voit des taux de succès qui sont variables, qui vont de 44% des cas à 100% de cas d'efficacité avec le drainage sur la fibrinolyse. Toutefois, cette recommandation d'utilisation de la fibrinolyse ne ressort pas. Une méta-analyse de la Cochrane a essayé de comparer une étude conservatrice avec lavage uniquement et utilisation de la fibrinolyse, faite en 2009, n'arrive pas à conclure sur l'efficacité de la fibrinolyse. De façon globale, oui, ça semble efficace, mais quand on prend les études les plus pertinentes, les mieux conduites, on ne trouve pas un apport supplémentaire de la fibrinolyse. D'ailleurs, une recommandation de la Société américaine de chirurgie thoracique de 2017 ne recommande pas de façon systématique la fibrinolyse, la réserver pour quelques cas où on n'arrive pas à gérer nos patients de façon chirurgicale ou de faire la thoracoscopie. Dernièrement, également, en 2017, dans la CHEST, dans le congrès de la CHEST, c'était au mois d'octobre 2017, une revue faite sur l'épanchement pleural, publiée par la suite dans la revue de CHEST,
Et pour eux, ils sont clairs, la fibrinolyse intrapleurale n'apporte rien à la prise en charge de nos patients. Malgré ça, on continue à la faire, on continue à la recommander. La British Thoracic Society, pour elle, c'est un acte qu'il faut faire, mais à une seule condition, il ne faudrait pas que ça retarde le recours à la thoracoscopie ou à la chirurgie. Pas attendre que ça devrait peut-être éventuellement marcher. Dès qu'on voit que ça ne nous apporte pas grand-chose et que dans les 24-48 heures, on n'a pas un gain évident, il ne faut pas que ça soit un acte qui va nous empêcher de recourir à la thoracoscopie. Alors la thoracoscopie, faite soit par nous, pneumologues, soit par les chirurgiens, elle est proposée en deuxième intention, mais il ne faut pas également trop attendre. Il ne faut pas que ça devienne extrêmement cloisonné pour pouvoir y recourir. On la propose dans certaines publications dès la 48e heure de drainage. Si on n'a pas de réponse évidente, claire et nette sur le plan imagerie et cliniquement, il faudra recourir à la thoracoscopie. Parce que si on attend trop, au-delà du 10e jour généralement, ça devient de plus en plus difficile de faire le débridement et donc ça diminue l'efficacité de la thoracoscopie. Il y a même Wozniak dans une publication qui la propose en première intention avant même de faire le drainage. Il faudra avoir les moyens pour le faire, mais pour lui c'est plus efficace, ça a des résultats en matière d'efficacité supérieurs au drainage simple, 81% contre 44% dans les deux groupes qu'il a utilisés pour comparer. Un élément important pour la thoracoscopie, au fait, dès qu'on termine l'acte de thoracoscopie, si on n'a pas un poumon qui revient totalement à la paroi, c'est que peut-être c'est un échec de débridement, il faudra faire une conversion en thoracoscopie, ça c'est les chirurgiens. Alors il y a une petite vidéo là, c'est une thoracoscopie faite par les chirurgiens et donc avec deux orifices. Pas pour nous, nous on travaille avec un seul orifice et on voit très bien avec la pince qu'ils sont en train d'enlever les brides de urine pour libérer la cavité pleurale et pour pouvoir faire la ponction, évacuer et nettoyer avec du sérum physiologique par la suite et permettre au poumon de revenir en place. Donc c'est simple, ça permet de nettoyer ce qu'on n'arrive pas à faire avec le drain et avec la fibrinolyse. Enfin, la thoracotomie, les chirurgiens, donc ce qu'ils font, c'est un nettoyage complet de la plèvre, un effondrement des loges et des brides, une décortication lorsqu'on a une plèvre épaissie et un lavage au sérum physiologique de la cavité pleurale. C'est également indiqué lorsque l'étiologie de cette pleurésie purulente est iatrogène, en post-chirurgical, ou lorsqu'il y a une fistule qui apparaît, ou lorsqu'il y a un problème œsophagien. Donc la chirurgie, là où on a besoin de faire une réparation, devient indispensable et d'emblée. Une recommandation faite par contre par les chirurgiens, c'est de toujours vérifier l'état du poumon sous-jacent. Si on a un poumon sous-jacent qui est détruit, ça ne sert à rien de faire un acte chirurgical inutile. Le poumon ne va pas revenir en place et ça devient un acte inutile. Il y a une petite mortalité quand même, c'est un acte un peu lourd, une mortalité de 3 à 10%, mais généralement c'est bien toléré quand on prend les précautions nécessaires avec une durée d'hospitalisation qui ne dépasse pas les 7 jours. Alors, thoracotomie, thoracoscopie, les techniques, c'est en fait il y a plusieurs techniques pour les chirurgiens. Alors, c'est pas intéressant d'en parler là. Qu'est-ce qu'on fait? Chirurgie, est-ce qu'on fait du drainage simple? Est-ce qu'on fait de la thoracoscopie? En fait, dans la Cochrane également, il y a une revue de toutes les publications et on a trouvé qu'en fin de compte, quand on compare drainage simple versus thoracoscopie ou chirurgie, en fait, on a la même efficacité si le drainage est bien conduit et bien fait dans les délais, bien sûr. La même efficacité, un nombre faible de complications, une mortalité très faible. Le seul avantage évident de la thoracoscopie, c'est qu'on a une durée d'hospitalisation nettement plus courte que pour ce qui est drainage. On a directement accès à la cavité, on nettoie rapidement et donc on a un gain en temps et sur le plan financier, bien sûr, du moment qu'on hospitalise moins longtemps nos patients. Donc ils sont comparables avec juste une durée d'hospitalisation moins courte. Donc pour conclure, quelques mots-clés, c'est une urgence thérapeutique, il ne faut pas l'oublier. Deux éléments importants, le drainage et l'antibiothérapie, avec la kiné bien sûr, mais ces deux éléments sont les plus importants. La fibrinolyse, c'est un sujet à débat, on n'arrive toujours pas à lui trouver une place évidente. C'est les habitudes, on continue à faire parce qu'on pense que ça marche, mais il n'y a pas d'études sur ça. Elle reste largement utilisée et je ne vais pas dire qu'on ne va plus la faire, en absence de thoracoscopie, on devrait continuer à faire. Dès qu'on a de la fibrine qui apparaît, l'échographie encore une fois, ça peut nous guider pour ça. Il ne faudrait pas trop tergiverser et va recourir à la thoracoscopie rapidement. Il faudra suivre notre patient de façon quotidienne sur le plan imagerie cliniquement.
Et lorsque ça n'arrive toujours pas on n'arrive toujours pas à gérer notre patient, il ne faut pas hésiter à passer le patient en chirurgien pour gérer le problème de la pleurésie purulente. Donc, dernier mot, un point important, c'est toute une question de timing. Quand est-ce qu'on va prendre en charge notre patient? Quand est-ce qu'on va utiliser l'une ou l'autre des matières? Il faudra savoir choisir le moment exact pour traiter notre patient. Et je vous remercie.